Samuel Lafont, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Samuel Lafont, qui êtes-vous? Je suis un Français parmi les Français. C'est important pour moi parce que je suis davantage connu pour mon engagement politique que pour mes autres activités. Mais je me considère Français parmi les Français parce que je pense qu'en politique, il faut qu'on se rende compte qu'en fait, les Français, ils sont pas obsédés par la politique, ils ont leurs activités de tous les jours. Et donc, j'ai plusieurs casquettes d'une certaine manière. Moi, j'ai commencé mon engagement politique à 17 ans avec la campagne de Nicolas Sarkozy parce qu'à l'époque, on pensait, donc 2006-2007, qu'il y aurait un véritable changement, notamment sur les questions de l'immigration et de l'insécurité, changements qui ne sont pas arrivés, en tout cas pas suffisamment. Et puis après, j'ai un parcours à l'Uni. Je dis souvent que j'ai eu 3 engagements en même temps. J'ai fait mes études, donc j'ai fait un master de droit, j'étais en master en philo, j'ai été également à l'ESSEC, j'ai un parcours en plus de réserviste à l'armée. Je vais donc mes études, parcours universitaire, mon engagement sur le terrain physique, avec 2 tours de France. J'ai fait un tour de France avec l'Uni où j'ai fait quasiment l'ensemble des facs et des antennes de facs pour rencontrer les Français partout où ils sont. Et également un tour de France avec l'association Contribuables Associés. On a fait un tour de France contre le trop d'impôts. Donc on a fait quasiment tous les départements. On a fait en tout cas 55 villes en 80 jours. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager, que ce soit sur le militantisme ou sur les réseaux? Alors, j'ai commencé le militantisme parce que je me rendais compte à la fois dans ma ville, à Nîmes, qu'il y avait un changement qui s'opérait, notamment en termes de sécurité. Il y avait l'immigration et l'insécurité, donc dans les années lycée. Et en même temps, théoriquement, je lisais déjà pas mal de littérature et de philo, et je me rendais compte qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas de manière institutionnelle, et qu'on pouvait améliorer la situation. Donc ce que je pensais à l'époque, j'étais encore fin d'adolescence, c'était qu'on pouvait rapidement changer les choses pour rétablir la situation que nous avions connue à l'époque, pour les gens qui ont grandi dans les années 90, une situation qui était bien meilleure en termes de douceur de vivre que ce que nous vivions dans les années, disons, début 2000. Le fait est que on est très nombreux à s'être engagés, on n'a pas réussi tout de suite à changer les choses, mais que c'est en agissant qu'on pourra changer les choses. S'engager sur les réseaux sociaux, ça implique aussi, et sur Internet en général, ça implique aussi d'être visible. Comment est-ce que vous avez géré ça et comment vous êtes arrivé à vous exposer médiatiquement? Alors, au tout début, quand je commence à militer sur Internet, je milite d'abord sur les réseaux sociaux. Et je commence par Facebook. J'étais en fac de droit à ce moment-là, à Nîmes, et je me rends compte d'une chose, c'est que quand on va parler à des étudiants en militant avec des tracts, on va parler aux étudiants un par un, mais on peut également faire des amphithéâtres, c'est-à-dire on va parler devant tout un amphithéâtre. Et à ce moment-là, on se dit, en 5-10 minutes, on touche beaucoup plus de gens que si on parlait qu'à une personne. Donc je me dis, j'avais déjà une appétence pour Internet, notamment avec un passé d'ancien joueur de jeux vidéo, gamer, et donc, si on considère qu'on peut toucher plus de gens, il faut aller là-dessus. Clairement, parce qu'on va pouvoir toucher beaucoup de gens. Et donc je me suis mis sur Facebook, et rapidement j'ai créé beaucoup de groupes, puis des pages Facebook, et j'ai commencé à faire du marketing viral pour toucher un maximum de gens et essayer de recruter des personnes. Et de fait, rapidement, j'ai recruté des personnes dans ma ville et dans d'autres villes pour l'Uni. Donc j'ai commencé comme ça, avec la partie réseaux sociaux, sans forcément être visible. Enfin, il y avait mon profil dans les groupes, et j'ai commencé ainsi. Après, il est évident que quand on milite sous son nom, par exemple, moi sur Twitter, notamment sur Instagram, eh bien on est visible, il faut l'accepter dès le départ. Là, c'est très clair. Soit vous acceptez d'être reconnu dans la rue, que vos adversaires ou vos soutiens politiques, parce qu'on oublie souvent ça, c'est qu'en fait vous allez être reconnu également par des soutiens. Vous voient qu'il va falloir pas tout délivrer de votre vie privée. Il faut accepter dès le départ. Et honnêtement, c'est pas si engageant que ça, j'ai envie de dire. J'invite un maximum de gens à passer le cap. D'ailleurs, je dis souvent, il vaut mieux militer de manière avec un pseudonyme que de pas militer sur Internet, mais vous pouvez franchement passer le cap et vous dévoiler. Parmi ces pages Facebook dont vous citez, il y en avait une, dont vous êtes toujours le président, qui est Damoclès, qui faisait de l'information. Pourtant, vous ne prétendez pas journaliste. Est-ce qu'il y a eu des fake news sur cette page? Alors, sur Damoclès, on a relié énormément d'informations. L'objectif du lancement de Damoclès, donc on l'a créé en 2016, on l'a lancé véritablement en 2017, c'était de se dire, le spectre patriote sur Internet, droite, patriote, vous appelez ça comme vous voulez, n'a pas encore utilisé les réseaux sociaux autant qu'on peut le faire. Et donc on s'est dit, allons-y, nous on a déjà beaucoup de pages, avec un groupe d'amis, on a beaucoup de pages, on a quelques groupes mais beaucoup de pages, on peut les utiliser pour lancer Damoclès, et à partir de là, en étant le plus efficace possible, donc en termes de temps, de moyens avancés, de temps humain, on va pouvoir toucher beaucoup de gens. Donc l'idée c'était à la fois de se créer une audience, de toucher beaucoup de gens,
On a fait des pétitions qui nous a permis d'avoir une base de mails, notamment, et d'avoir des résultats rapides. Je m'explique. Souvent, c'est d'ailleurs critiqué à droite. Les gens disent, à mon avis, ils jouent contre leur camp. C'est vraiment un contre son camp. Quand ils disent ça, ils disent les pétitions, c'est que du fichier. Non, la pétition, c'est d'abord le fait d'informer les gens, de faire passer les arguments via une action. Donc, quand les gens signent, ils retiennent davantage les arguments que s'ils lisaient un texte, un article, par exemple. Et en plus de ça, ils sont invités à partager. Donc ils montrent aux autres Français qui sont pas tout seuls à penser ça. Donc ça montre aux Français qui reçoivent la pétition qu'en fait il y en a d'autres qui pensent comme eux, ce qui est extrêmement important pour pas se sentir minoritaire quand on est majoritaire sur plein de sujets, notamment pas que, mais l'immigration et l'insécurité. Les Français soutiennent très largement des positions fermes. Et il y a encore beaucoup de gens, trop de gens, notamment chez les militants, qui se pensent minoritaires alors qu'on est majoritaire. Il faut absolument dire vous êtes majoritaire. C'est extrêmement important pour montrer à quel point nos idées sont normales et qu'elles sont soutenues par la population. Ce sont nos adversaires politiques qui sont minoritaires. Et eux, ils font croire systématiquement qu'ils sont majoritaires. Donc nous faisons ça, Damoclès, à la fois des pétitions et des campagnes où on écrit aux parlementaires. Moi, j'ai plusieurs résultats en tête, notamment sur les djihadistes. On a échangé avec le cabinet d'Emmanuel Macron, on avait plusieurs échanges avec son directeur de cabinet, parce qu'à l'époque où les djihadistes devaient rentrer en France, les premiers, la population était clairement contre, très largement contre, mais il n'y avait personne qui s'y opposait politiquement, personne qui élevait la voix. Donc nous on a fait cette pétition qui est la plus signée aujourd'hui, je crois qu'on a 245 000 signataires. On a fait écrire aux parlementaires, on a une proposition de loi qui avait été déposée d'ailleurs sur le sujet des djihadistes, et l'idée c'était de montrer que l'opinion publique est opposée non seulement à la rentrée des hommes, mais également des femmes, et qu'il fallait faire attention aussi aux enfants, puisque la plupart des gens qui militaient benoîtement pour le retour des djihadistes ne savaient pas ce que les djihadistes avaient fait sur place, ce que les familles de djihadistes avaient fait sur place, alors que nous on avait toutes les infos qui sont disponibles sur Internet. Tout à l'heure, vous parliez de votre engagement pour Nicolas Sarkozy. Oui. Vous avez commencé chez les Républicains. Vous avez également fait la campagne de François Fillon. Aujourd'hui, vous êtes directeur de la communication de Éric Zemmour et de Reconquête en général. Comment s'est passée cette transition et pourquoi? Alors moi j'ai commencé effectivement dans la campagne de Nicolas Sarkozy, j'ai énormément appris avec l'UNI surtout, donc je suis resté à l'UMP puis chez LR pendant un moment, et je me disais qu'on pouvait changer le mouvement de l'intérieur, parce qu'il y avait plusieurs tendances chez LR, qui leur coûtent aujourd'hui d'ailleurs, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont un peu le cul entre deux chaises, parce qu'ils n'arrivent pas à choisir. Et alors qu'on savait qu'en plus la tendance droite dans le parti était prédominante chez les militants et chez les électeurs. Malgré ça, le parti a choisi d'avoir un positionnement pas très clair. On le voit malheureusement aujourd'hui. On a vu d'ailleurs au moment où on se parle sur la loi immigration que jusqu'au bout c'était pas certain. Le positionnement du parti LR n'était pas certain. Ils ne savaient pas s'ils allaient voter la motion de rejet. Alors, finalement, ils ont fait en sorte de voter la motion de rejet. Et moi, je me dis, à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Je travaille au Sénat, pas grand-chose qui bouge, peu d'initiatives parlementaires. Je vois malheureusement une machine à perdre qui se mettait en place avec une bureaucratie interne, des échelons de personnes dont on ne sait pas vraiment ce qu'elles font, peu de résultats par rapport à ce qu'il était possible de faire techniquement, surtout quand on regarde ce que font nos voisins européens ou ce que font les Américains avec pas forcément davantage de moyens. Aux États-Unis, il y a plus de moyens, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec peu de moyens? En fait, peu de choses étaient faites pour la France et pour les Français. Et déjà, il y avait une mode Éric Zemmour fin 2020 qui montait, et je me disais qu'il y a quelque chose qui pourrait se faire. Et début 2021, je lui écris, et on se voit rapidement, parmi les premiers, je lui ai écrit fin février, et on s'est vu tout début mars, et je lui ai demandé de m'occuper du numérique en général. Et il m'a dit OK. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de campagne, il n'était pas du tout certain qu'il soit candidat. Mais j'ai considéré dès le moment où il disait d'accord, qu'il fallait qu'on fasse tout comme si il était déjà candidat. Donc c'est vraiment à partir de début mars. Pour moi, le plus long de la campagne, le plus dur de la campagne, ça n'a pas été la campagne qui commence à partir de décembre. Ça, on avait déjà mis l'essentiel en place, sur la structure numérique, sur la technique, on pourra en parler plus précisément, sur les dons, sur le maillage territorial, ça avait déjà largement commencé. Le plus dur, c'était au début. C'était d'être hors campagne et d'être dans une pré-campagne, avant même la croisée des chemins, la tournée littéraire, et d'arriver à contacter un maximum de personnes, de donner des responsabilités à ces personnes-là,
et de créer un organigramme, parce que par exemple pour le pôle numérique, moi j'avais un organigramme avec 5 piliers, avec des responsables à tous les niveaux, des chefs, des sous-chefs, des sous-sous-chefs, avec chaque personne qui savait ce qu'elle avait à faire, que ce soit pour créer, soit gérer une équipe large avec un millier de personnes, soit avoir à créer du contenu, des vidéos, des visuels, gérer des comptes sur les réseaux sociaux, faire l'emailing, faire toute la partie technique en développant des outils internes. Il fallait ça qu'on l'organise très tôt, et on pouvait pas le faire en quelques semaines, c'était pas possible. Justement, en parlant de technique, quelles sont vos techniques et en quoi elles diffèrent entre accompagner François Fillon dans un premier temps et aujourd'hui accompagner Zemmour? Qu'est-ce qui différencie tout d'abord les deux candidats en termes de communication? Je dirais que la principale différence vient d'une critique que je fais souvent à la droite. C'est une critique d'amateurisme. Moi, je pense qu'il y a 3 dangers pour la droite. C'est d'abord le défaitisme. Voilà, croire qu'on peut pas gagner, ben ça sert à rien de se battre. Hein. Si on croit qu'on ne peut pas gagner, ça sert à rien de se battre. C'est le droitisme, donc c'est ceux qui veulent toujours dire je suis plus à droite, ça n'a aucun intérêt électoral. Je répète, ça n'a aucun intérêt électoral. Donc faites autre chose. Si vraiment votre lubie c'est ça, faut se poser des questions là-dessus, ça n'a aucun intérêt. Et troisièmement, c'est l'amateurisme. En fait, maintenant on a quelque chose de génial qui s'appelle Internet, avec énormément de contenu disponible en ligne gratuitement ou des contenus payants. Mais je vous donner un exemple très simple. Les personnes qui ont fait la campagne de Barack Obama en 2012 ont mis en ligne un rapport qu'ils ont appelé le Legacy Report, qui parle de la campagne de 2012 et la campagne 2008, avec les différences entre deux campagnes. Ça fait plus d'une centaine de pages de mémoire, mais c'est pas 500 pages, c'est pas des milliers de pages, c'est vraiment une synthèse. Ils ne disent pas tout, mais ils disent l'essentiel de leur stratégie. Et on sait que ces campagnes ont été victorieuses, avec des moyens importants. On sait aussi qu'aux États-Unis, les personnes qui sont recrutées sont souvent d'un très bon niveau dans ces domaines-là. Il suffit de regarder. Combien de personnes, honnêtement, combien de personnes dans les équipes politiques, les partis politiques en France, ont lu ce rapport? Je pense qu'il y en a très, très, très peu. Là, je ne parle même pas des idées, parce qu'évidemment, je ne suis pas sur les idées d'Obama. Mais la réalité, c'est que, techniquement, c'était bien géré. Et je pense que pour gagner politiquement, il faut s'intéresser d'abord aux Français, ce qu'ils vivent au quotidien, ce qui les intéresse, ce qui les tracasse. Ensuite, aux facteurs du vote, c'est-à-dire pourquoi les gens votent. Qu'est-ce qui les intéresse vraiment et qu'est-ce qui les fait passer à l'acte du vote et pourquoi ils votent. Et ensuite, aux structures qu'on va mettre en place, techniquement, pour faire en sorte de créer une machine de guerre pour aller gagner les élections. Et ça, en fait, ce troisième pilier, il est très souvent peu regardé. Et j'ai envie de dire que souvent en France, on a l'impression qu'on repart d'une page blanche. Malheureusement, je le regrette, alors que on a des savoir-faire qui peuvent être accumulés, des compétences, des tests qui ont été faits. Il suffit de s'inspirer de ce qui se fait le mieux en France et à l'étranger, dans le domaine politique et même hors politique, et après d'appliquer, de faire de nouveaux tests pour s'améliorer. En parlant d'études et en parlant de la campagne de Barack Obama, il y avait une étude de mémoire, je crois que c'était d'Harvard, qui avait montré qu'Obama avait pris entre 5 et 10% de votes, en plus grâce à la technique du porte-à-porte, qui ensuite avait notamment été appliquée par François Hollande en 2017. Comment est-ce qu'on fait pour combiner aujourd'hui des actions militantes classiques, comme le porte-à-porte, le collage d'affiches ou la distribution, et effectivement se moderniser en s'emparant davantage d'Internet? Le lien entre les deux est très important. C'est pour ça que c'est une question fondamentale de savoir quel lien on peut faire entre le terrain et Internet, le terrain physique et Internet. Moi, j'ai commencé, je vous l'ai indiqué, comme militant de terrain. J'ai fait un tour de France, collage, tractage, j'ai collé je ne sais plus combien de milliers d'affiches, prise de parole dans les amphithéâtres, signature de pétitions des amphithéâtres. J'ai fait ça pendant des années, pendant 5 ans, et donc militant à l'Uni, puis responsable national, puis où j'ai été élu en plus, administrateur de mon université, administrateur à la Sorbonne, administrateur du Crous. J'étais au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc c'est là où les étudiants siègent au niveau national avec les professeurs élus. Et donc militant de terrain d'abord, également aussi contribuable associé, où on a fait le Tour de France. Et je trouve que souvent on fait une distinction qui n'a pas de sens entre le terrain physique et Internet, puisque les gens qui sont sur Internet, ce sont des gens, c'est vous et moi. Hein. Et pendant des années, on entendait la chose suivante, alors, on entend moins heureusement aujourd'hui, mais que les gens sur Internet seraient de faux gens, et que les vrais gens seraient dans la rue. Spoiler, non, en fait, ce sont des personnes qui ont 2 bras, 2 jambes, une tête comme vous, qui sont des Français qui votent. Donc vous pouvez les persuader et les convaincre également sur Internet. Et donc, la particularité du porte-à-porte, que vous parlez du porte-à-porte, c'est qu'on sait statistiquement que c'est ce qui transforme le plus électoralement en termes d'action militante. Donc, le mieux, c'est le porte-à-porte. Ensuite, c'est le tractage. Ensuite, le boitage a très peu d'effet.
contrairement à ce que les gens pensent souvent, mais ça a très très peu d'effet. Moi, j'ai déjà testé l'effet aussi du boitage, on avait des retours nuls ou quasi nuls par rapport au temps qu'on y passait, toujours mesuré. Et enfin, le collage qui est en plus une action pour mobiliser les militants. Voilà. C'est plus une première action militante pour beaucoup de gens et un effet de groupe et resserrer le groupe. Mais ce qui marche le plus, c'est le porte-à-porte. Ça a été prouvé, c'est aussi pour ça que François Hollande l'a fait. Avec une particularité, c'est que aux États-Unis, on a le droit de faire campagne le jour même des élections. Ce qui change pas mal de choses pour les gens qui ont déjà milité dans les universités. On a le droit de faire campagne le jour même aussi, que ce soit pour le Crous ou pour les universités en elles-mêmes. On voit très bien la différence que ça fait, c'est-à-dire que les gens qui s'intéressent pas énormément aux élections, on peut les voir le jour même et ils ont le bureau de vote à proximité, ils peuvent aller voter directement. En France, comme vous le savez, il est interdit de faire campagne, on doit s'arrêter le vendredi soir avant le dimanche. Et donc on peut pas aller chercher les électeurs un par un. Mais on sait que le porte-à-porte, pour mobiliser les gens qui sont d'accord avec vous, mais qui sont incertains d'aller voter, c'est l'outil le plus efficace. Ça prend énormément de temps, mais il faut le faire. Et comment est-ce qu'on lie les deux? Eh bien, avec des outils techniques. Je vous parlais de la campagne d'Obama. Dans la campagne d'Obama, ils avaient choisi de séparer le digital, donc la communication numérique, de l'aspect technologie. Nous, dans la campagne d'Éric Zemmour, on a mis les deux ensemble, je m'occupais des deux. Donc, à la fois, avec quelqu'un qui s'occupait de développer des outils techniques, et à la fois de ce qui était tout ce qui est communication numérique. En fait, on avait créé un outil, on avait une base d'outils. On n'a pas fait l'outil final qu'on voulait, parce que ça prend pas mal de temps, mais on avait une base d'outils pour faciliter le porte-à-porte, pour avoir des retours sur les porte-à-porte. Et ça aide les gens en fait d'avoir un système, notamment de cartographie. On a créé un système de cartographie qui s'appelait Épervier, qui permet notamment aux responsables locaux de savoir quels quartiers doivent prioriser selon les données qu'on a récoltées, les données qui sont les données publiques. Pour en revenir à la communication, il y a différents piliers. Effectivement, il y a la communication Internet, il y a le terrain dont on vient de parler, et il y en a un troisième qui sont les médias. Mmh. Vous avez beaucoup contribué à créer des médias alternatifs. Est-ce qu'il y a chez vous une défiance par rapport aux médias traditionnels? Je pense que on sait que les Français reprochent beaucoup aux journalistes d'être déconnectés, de ne pas les comprendre, et je pense qu'ils ont très largement raison là-dessus. Il y a une vraie déconnexion avec des journalistes qui passent par les mêmes écoles, qui sont dans les mêmes cercles, et qui, à part pour ceux qui s'intéressent vraiment à ce que vivent les Français, sont déconnectés. Et puis en plus, il y a eu la crise des Gilets jaunes au milieu qui a vraiment marqué une rupture, puisqu'il y a eu un manque de compréhension du mouvement par la plupart des journalistes, aussi un retard sur la prise en compte du mouvement, c'est-à-dire que les journalistes ont tardé à s'intéresser au mouvement par rapport à ce qu'on voyait sur Internet, notamment sur Facebook, alors qu'il y a quelque chose vraiment qui était en train de monter. Plus des mensonges. On se rappelle les images sur les Champs-Élysées qui étaient en travaux et un journaliste expliquait, était filmé, il expliquait qu'en fait les pavés avaient été arrachés par les Gilets jaunes, ce qui était évidemment faux. Donc je pense que ça a véritablement marqué une rupture. Donc les Français, de manière générale, ont raison sur la déconnexion. Après, quand on milite politiquement, il faut qu'on se rende compte d'une chose, à mon avis, c'est que les journalistes sont des êtres humains comme vous et moi. Et donc, ils ont leur vie, leur boulot, leurs intérêts, ils ont leurs idées politiques, évidemment. Ils peuvent être contre vous, politisés contre vous. La plupart sont de gauche, on le sait. Mais ils doivent aussi sortir des papiers. Ils ont des chefs qui leur demandent de sortir des papiers. Et donc, il faut à la fois bien comprendre qu'on a en face de nous des gens qui, même s'ils nous aiment pas, peuvent écrire sur nous, vont chercher des exclus. Donc, on peut leur vendre des exclus. Si on est intéressant, ils vont pouvoir écrire des choses intéressantes sur nous. Voilà, j'ai plusieurs bons papiers dans la campagne d'Éric Zemmour sur ce qu'on a fait sur le numérique, ou sur moi-même, ou sur mon équipe, parce que justement on faisait quelque chose qui les intéressait, donc ils n'avaient pas de quoi dire de mal sur nous, ou pas grand-chose en tout cas sur ces sujets-là. Ils regardaient les résultats. Et en plus de ça, dans la stratégie numérique qu'on a mis en place, que je pourrais détailler après, on savait que les journalistes sont aussi une caisse de résonance. Quand on a le début de notre stratégie en termes chronologiques, a été de mobiliser énormément sur Twitter. On demandait au soutien d'Éric Zemmour d'être très présent sur Twitter, et notamment de faire des tendances régulièrement. Les gens qui sont peu coutumiers de Twitter, et du fonctionnement de Twitter, se demandaient pourquoi on faisait ça, voire se sont moqués de nous. Et je pense qu'ils se trompaient, puisque l'objectif, en faisant ça, quand on a vu que ça marchait au tout début, on s'est dit, ok, en faisant des tendances tout le temps sur Twitter, on va faire parler d'Éric Zemmour tout le temps, donc d'autres personnes vont nous écrire, donc on va avoir d'autres contacts, qu'on va pouvoir faire entrer dans les équipes, parce que les gens me disent j'ai envie de faire quelque chose, eh bien moi je posais toujours la même question. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu veux faire?
Et après, on mettait les gens dans les équipes, notamment pour la partie numérique, où ça a pris beaucoup de temps, ça, entre mars et juin. En plus de ça, les journalistes parlent de nous, donc ça crée un effet, tout le monde parle de nous, tout le monde parle du candidat. Plus ça nous fait monter les comptes sur les réseaux sociaux, ça faisait monter Twitter, mais aussi les autres, ça nous permet d'avoir une audience qui crée notre future autonomie vis-à-vis de la sphère journalistique, puisqu'on aurait justement une force de frappe suffisante pour ne pas dépendre des journalistes, ce qu'a fait Trump aux États-Unis, où après il avait un compte Twitter tellement élevé en termes d'abonnés qu'en fait il passait outre la sphère journalistico-politique puisqu'il pouvait s'exprimer directement, et en fait les journalistes ne servaient que de repreneurs, ils faisaient des reprises de ce que disait Trump sur Twitter. Et aussi, dans cette stratégie-là, nous on savait qu'on voulait créer une base de données au cas où on serait censuré à un moment pour pouvoir écrire directement aux personnes. Donc je vous parle de ça parce que les journalistes, à ce moment-là, on en a rencontré qui nous ont dit quand il y a Éric Zemmour en couverture, ça vend x2, x3, x4. Donc, de toute manière, on va parler de lui. Et donc, même ceux qui l'aimaient pas, finalement, faut bien se rendre compte de ça. Même ceux qui l'aimaient pas ou ceux qui ne voulaient pas parler de lui, eh bien, ils étaient forcés de parler de lui parce que il y avait un effet Éric Zemmour. Il y avait quelque chose d'incroyable qui était en train de se dérouler avec un engouement populaire très important. Et donc, voilà, même si les journalistes en face de vous sont contre vous idéologiquement, eh bien, ils ont des papiers à sortir, ils ont des choses à raconter, et il faut penser à ça tout le temps. Il faut aussi penser qu'ils peuvent être une caisse de résonance à nos idées, et pas les considérer, à mon avis, frontalement comme des ennemis. Vous parliez tout à l'heure d'amateurisme de la droite sur ces questions. J'aimerais revenir avec vous sur 2 séquences d'Éric Zemmour, qui était effectivement amateur en politique à l'époque. C'était sa première candidature à l'élection présidentielle. Il n'avait pas fait de politique avant. C'est la séquence à Marseille, notamment. Qu'est-ce que vous en avez retiré comme expérience de cette séquence ? Alors lui, il s'est expliqué déjà, Éric Zemmour, sur ce moment-là. Ce qu'on en a retiré, c'était qu'il fallait bien préparer les déplacements pour ceux qui s'occupaient de la partie déplacement. C'est pas mon cas, pas mon boulot dans l'équipe, mais aller aux endroits où on aurait plus certainement un bon accueil, et qu'en fait les autres candidats font ça. Les autres candidats en politique font ça, c'est-à-dire qu'ils vont à des endroits où ils sont certains. Je dis pas que l'accueil sera probablement bon. Ils sont certains que l'accueil sera bon. Et je pense que ça a pas mal marqué les esprits pour la suite. Et pour en revenir à ça, est-ce que aujourd'hui sur Twitter, puisque le poids des mots a son importance, vous avez parfois eu tendance à vouloir exagérer certains faits, à vouloir créer la polémique en accentuant un certain trait? À titre personnel ou à titre personnel? Titre personnel non, j'ai pu faire sur le très nombreux tweets que j'ai fait des tweets peut-être moins nuancés que d'autres, je dirais ça comme ça, mais je cherche pas à avoir un personnage particulier sur Twitter. Je sais que certains utilisent Twitter pour, ex-Twitter, pour incarner une sorte de personnage, marquer directement en quelques mots les esprits. Moi, je dirais que j'utilise plutôt ça, tout Twitter, pour faire passer un maximum d'idées, des idées parfois différentes. On parlait des facteurs de vote, on parlait de ce qui mobilise les Français, des sujets qui intéressent les Français. Là encore récemment, il y a la question des agriculteurs. Je regarde les révoltes, les colères qui montent, ou le logement, le problème du logement, la crise du logement, avec le logement qui est de plus en plus cher et qui est une dépense contrainte qui est de plus en plus importante pour les Français. Je regarde ces sujets-là et je cherche à les faire monter quand on n'en parle pas autrement politique. Après, ce qui est certain, c'est que sur Twitter, là, le nombre de caractères a été augmenté, mais c'est qu'on doit marquer les esprits en peu de mots, donc il faut utiliser les bases du marketing qui sont connues, c'est-à-dire une accroche, et dès les premiers mots, frapper les esprits. Tout à l'heure, vous faisiez une critique du journalisme, du métier de journaliste. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'in fine, si chacun et chacune s'improvise journaliste sur les réseaux sociaux, on ne tombe pas dans une société où la fake news serait omniprésente? Alors c'est une critique qui est souvent faite à Internet et aux réseaux sociaux. Surtout, je rappelle les débuts de Facebook, les débuts de Twitter, on nous expliquait que ce serait le règne des fake news. La réalité, c'est que des médias dits traditionnels produisent eux-mêmes des fake news. On a vu donc sur les gilets jaunes un monceau de mensonges. On a vu aussi, je sais qu'il y a des mensonges ouvertement mensongers, des mensonges directs avec cette histoire sur les Champs-Élysées, mais il y a également des mensonges par omission. Typiquement, je trouve que la mobilisation des gilets jaunes, alors qu'elle a été très très claire, les Français qui étaient mobilisés sur les ronds-points, notamment, expliquaient qu'ils voulaient vivre dignement du fruit de leur travail. Voilà.
leur salaire ne suffisait pas pour faire vivre leur famille. Ils voyaient la baisse du pouvoir d'achat, ils voyaient que les dépenses contraintes augmentaient, et ils avaient l'impression que l'État les délaissait, et qu'en plus, selon où ils habitent, les services publics avaient tendance soit à disparaître, soit à se réduire en termes de qualité. C'est ça leur message. Vivre dignement du fruit de son travail. Et quand on regarde tous les reportages qui ont été faits là-dessus, toutes les équipes de télé ou de presse papier qui ont été amenées sur place, envoyées sur place, dans les différents secteurs, vu que c'était quasiment partout en France, eh bien je trouve que le message principal n'était pas véritablement ressorti, alors que c'était simple à comprendre en fait, et les gens disaient simplement les choses. Et je pense d'ailleurs que c'est un reproche qui est souvent fait à la presse de soit trop intellectualiser, parce qu'elle ne veut pas comprendre le message simple, soit pour cacher ce que disent simplement les gens. Justement, pour cette simplification, est-ce que Twitter et les réseaux sociaux en général n'ont pas tendance aussi à exacerber une certaine hostilité entre les gens, parce que l'anonymat, parce que les réseaux sociaux, parce que le peu de caractère, vous l'avez rappelé, et qui parfois ne pousse peut-être pas à la réflexion, tout simplement? C'est un sujet très important. Moi, j'en discutais notamment après la période Manif pour tous, puisque en fait, il faut s'en servir comme un outil qui permet d'aller vers plus loin. C'est-à-dire que il faut d'abord considérer que la plupart des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la politique, sont pas militants politiques surtout, consacrent beaucoup moins de temps à la politique que les militants. Pour moi, c'est fondamental. Si j'ai un conseil à donner, vous êtes militant politique, ayez autour de vous des gens qui ne sont pas militants politiques. Parce que sinon, vous vous mettez tout seul dans une bulle. Je parle même pas de bulle idéologique, je parle de bulle en termes de rythme de vie, où en fait, vous consacrez dans votre temps de cerveau disponible un espace, un temps beaucoup plus important que ce que les Français accordent à ça, en général. Et c'est leur droit le plus fondamental. Les Français, s'ils veulent s'intéresser pendant des mois à une élection, ils ont le droit de le faire, pendant des semaines, pendant des jours, des heures ou des minutes. Ils font ce qu'ils veulent. Et c'est aux forces politiques, aux militants politiques de s'adapter à ça. Une fois qu'on a dit ça, les réseaux sociaux comme Twitter ne sont que des outils. Donc, typiquement au Japon, Twitter, ça sert pour s'envoyer des astuces. Voilà. Il y a moins d'opposition, alors les gens parlent moins directement de politique, il n'y a pas d'opposition entre les gens, donc c'est qu'un outil. Le fait est qu'en France, la manière dont c'est utilisé aujourd'hui, ça crée pas mal de tensions, mais aussi pour d'autres raisons, en termes de représentation politique, à mon avis. Et il faut, pour aller sur le fond, il faut se dire que Twitter, c'est un élément, on va faire des fils où on écrit plus longuement, mais on doit être percutant et dire l'essentiel en peu de mots. Si les gens veulent lire davantage, ils peuvent lire un article, regarder des vidéos, comme ce reportage. Et s'ils veulent aller encore plus loin, ils peuvent lire des thèses. Pourquoi je parlais de l'après-Manif pour tous? Parce que moi, la critique que je faisais à cette époque-là, c'était de se dire, il faut pas confondre les outils. Parfois, sur Facebook et sur Twitter, à l'époque, la droite, la sphère patriote en général, faisait des contenus beaucoup trop compliqués, directement. Alors en pensant que tout le monde allait lire à un niveau, c'est pas un niveau en termes intellectuels, c'est en longueur, en temps que ça prend, de la thèse. Non, on veut comprendre rapidement ce qu'il y a à comprendre sur un sujet. Donc, il faut un texte court ou une image, voire une vidéo. Ensuite, on peut avoir du plus long, et encore du plus long, mais il faut suivre l'ordre et profiter de ce que nous offre l'outil. Typiquement, vous êtes quand on est sur YouTube, vous avez le format long, vous avez également les shorts, et bien dans un short, on fait plus court, naturellement, que dans la vidéo YouTube, et il faut arriver à dire un maximum dans un format court. Et donc, il faut s'adapter systématiquement au format. Ce n'est pas l'outil en lui-même qui fait qu'il y a des oppositions dans le pays. Ça vient plutôt de la représentation politique. Avec le développement des réseaux sociaux et de plateformes comme TikTok notamment, vous l'aurez dit tout à l'heure, la droite, au sens global, est assez rétrograde sur ces thématiques. Comment est-ce qu'aujourd'hui on pousse un homme de 60 ans, candidat à une élection politique, à se mettre sur TikTok par exemple? Alors, la chance qu'on avait avec Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle, c'est qu'il était très ouvert. Pour le numérique, par exemple, ça a été choisi rapidement que je pourrais m'en occuper et qu'on allait déployer ce qu'il faut faire. Et c'est une chance parce qu'il y a beaucoup de gens en politique, et notamment d'élus, qui pensent tout savoir sur les sujets techniques qui sont, comme sont techniques, il faut avoir des compétences particulières. Et donc, quand vous avez une équipe, moi sur le numérique, j'ai des gens sur chaque domaine et à chaque fois, il y a un domaine d'expertise particulier. Donc, il faut bien s'entourer. Comme il était ouvert, Éric Zemmour, comme c'est quelqu'un d'ouvert, il a accepté d'aller faire des vidéos, se mettre sur TikTok. Alors, on n'a pas beaucoup de contenu spécifique à TikTok, mais il a accepté d'être sur l'ensemble des réseaux qui lui permettraient de faire parler un maximum de ses idées pour aller à l'élection présidentielle. Après qu'on a dit ça, vous avez des politiques qui sont plus adaptés à certains réseaux, qui préfèrent tel ou tel format. Pour moi, l'essentiel, c'est de se dire, il faut être là où sont les Français, pour parler un maximum de Français. Le mieux, quand on est sur ces différents réseaux, c'est de coller le plus possible au format auquel les gens sont habitués sur ces réseaux-là.
Ce qui n'empêche pas d'imaginer de nouveaux formats. Imagine d'ailleurs sur YouTube par exemple, quand il y a eu un début de fiction sur YouTube, c'était pas le cas forcément au début, des formats plus ou moins longs, des qualités de vidéo. Je parlais du Japon tout à l'heure, par exemple, nous on a adapté un standard de vidéo qui est avec une qualité très élevée en France. Au Japon, c'est encore le cas dans je pense à des tournois de jeux vidéo par exemple, où le format qui sort est encore en mauvaise qualité, parce que ça les dérange pas. Et c'est des vidéos qui sont très peu montées. Puis vous savez, vous avez des modes aussi qui changent. Donc il faut s'adapter, ne pas hésiter à innover et garder l'esprit ouvert. Justement, en parlant d'esprit ouvert, Éric Zemmour a énormément aussi participé sur YouTube. Il a participé dans différents médias. Il a fait des reportages en compagnie de différents médias. C'est quelqu'un de plutôt ouvert, selon vous, sur tout ce qui est médiatique? Oui, parce que alors, Éric Zemmour est un ancien journaliste. Il connaît très bien le milieu journalistique. Je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est que il voulait faire parler un maximum de lui, donc on savait qu'il y avait des éléments, des médias sur lesquels on pouvait aller. Il a fait d'excellentes vidéos, par exemple, sur le média Livre Noir. Sa première vidéo, ça a vraiment lancé, ça l'a fait connaître à des gens qui ne connaissaient pas encore, ou qui connaissaient pas encore totalement ses idées. Donc ça a beaucoup aidé. En plus de ça, donc en plus c'est le premier élément, Éric Zemmour savait aussi que pendant la campagne, c'était important de pouvoir parler à un maximum de médias différents. On a fait un peu de PQR, on en fait davantage maintenant, mais si vous avez typiquement, moi qui suis ni moi, quelqu'un dont l'habitude de vie en termes de rapport à la politique, de rapport à l'actualité, c'est d'aller devant les arènes et de lire le Midi Libre, eh bien, pour toucher cette personne-là, vous avez davantage intérêt de faire en sorte de connaître les journalistes du Midi Libre, de leur parler, discuter avec eux, de leur donner des informations et d'avoir des articles pour vous dans le Midi Libre. Donc je pense que, je reviens sur les journalistes, hein, mais on peut s'adapter en fait au système journalistique. Il est en évolution perpétuelle. Rien ne dit que le système médiatique actuel va perdurer plus tard. Il y a de nombreuses critiques qui ont été faites, y compris philosophiquement, sur le rythme journalistique. Voilà, ça a été fait par Jacques Bouvresse, qui en parle dans un livre. Parce que, typiquement, je donne un exemple qui est peu connu, mais quand vous avez un média qui sort toutes les semaines, un hebdo, et que une semaine, vous avez énormément d'actualités qui remplit le journal, et la semaine d'après, théoriquement, il se passe quasiment rien, il faut remplir le même nombre de pages. Et donc, ça relativise l'importance et le poids de l'information, puisque vous avez, je prends l'expression, les chiens écrasés, qui vont prendre la même place que le lancement d'une guerre, par exemple. Et ça, ce sont des discussions philosophiques qui sont menées depuis longtemps. Donc les formats, déjà sur le format, sur comment ça évolue, ça peut évoluer. Je pense que de plus en plus de gens vont parler directement, qu'il faut s'adapter à ça, que ce n'est pas un mal en soi, que les gens ont le droit de s'exprimer, et qu'en plus, ça a permis de faire monter des sujets qui étaient peu discutés, que ce soit la réalité de la sécurité qui pendant longtemps, je pense surtout à la sécurité, pendant longtemps a été sinon caché, au moins trop peu discuté dans les médias par rapport à ce que ça représentait comme changement dans la société et à la place que ça prenait dans l'esprit des gens. Justement, l'image d'Éric Zemmour est beaucoup associée à la thématique de l'immigration et de l'insécurité, de la sécurité. Comment est-ce qu'on fait en termes de communication pour aussi intégrer d'autres sujets, comme le pouvoir d'achat, comme le logement ou tant bien d'autres? Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Quand vous êtes marqué sur un sujet, comme Éric Zemmour, qui est clairement le porte-étendard de la lutte contre l'immigration massive et contre la sécurité, pour enfin rétablir la sécurité en France et qu'on puisse retrouver notre douceur de vivre. Quand vous avez une image comme ça, vous pouvez toujours ajouter de nouvelles briques. Alors, il se trouve que les personnes qui vont vous voir vont d'abord vous parler de ça. Si vous êtes champion de tennis, on va d'abord vous parler de tennis. Voilà. Alors peut-être que vous êtes fan de jeux vidéo, de poker, de je ne sais quoi, on va d'abord vous parler de tennis. Eh bien c'est pareil en politique. On va au plus simple. Et donc il est toujours possible d'avoir des sujets en plus. Et je pense il peut être simple de les amener. Éric Zemmour a parlé d'autres sujets pendant la campagne présidentielle. Là, je voudrais faire un petit reproche aux journalistes. À mon avis, alors peut-être qu'on a mal dit les choses aux journalistes à ce moment-là, mais je pense qu'on a fait quand même bien le boulot. C'était le sujet du pouvoir d'achat, typiquement, parce que Éric Zemmour a toujours répété que il y avait le sujet d'immigration qui était prioritaire pour les Français et pour la France sur le long terme, mais qui pensait aussi au pouvoir d'achat. Il a fait un meeting à Lille en février 2022 sur le pouvoir d'achat.
Et je discutais avec des journalistes avant le meeting, je sors le meeting en disant, vous allez voir, la ligne est particulière. Elle est différente de ce qu'on entend d'habitude. Et à la fin du meeting, les journalistes me disent, ah, mais c'est ce qu'on entend d'habitude. Je dis, non, mais regardez ce qui est écrit dans le programme, regardez, reprenez le discours, vous l'avez en version texte, vous allez voir que c'est pas le même positionnement, c'était pas le positionnement du RN, c'était pas le positionnement de LR, c'est pas le positionnement de Macron, c'était différent. Et en fait, ils ont pas voulu en tirer quelque chose. Donc peut-être qu'on aurait pu vendre, entre guillemets, plus d'avantages derrière en répétant le sujet, mais je pense que ils ont voulu rester eux aussi sur leur thème immigration et insécurité, où ils ramenaient systématiquement Éric Zemmour. Après, si quelqu'un veut s'exprimer aujourd'hui sur le logement, il y a une vraie crise du logement, encore une fois, hein, avec des prix qui ont, par exemple, à Paris, triplé depuis les années 90. Hein. Donc avec des gens qui ont énormément de mal, des étudiants, des personnes qui ont, même des personnes qui ont beaucoup de moyens, mais des personnes qui ont très peu de moyens, des Français de la classe moyenne ou des Français modestes qui ont énormément de mal à se loger. Et quand ils se logent, il leur reste quasiment plus rien à la fin du mois, puisqu'en plus il y a eu l'inflation sur les produits alimentaires, et donc il leur reste quasiment plus rien. Donc c'est plus de loisirs pour les enfants, faire moins d'enfants, pas changer de logement, bref, ça a énormément, quand la famille s'agrandit, énormément de conséquences négatives. Eh bien, quelqu'un qui ferait une tribune sur le sujet, une vidéo, une interview en disant « Ok, moi je vous parle de ça aujourd'hui. » Là, vous me posez des questions là-dessus, très bien, mais moi je vous parle d'une crise qui touche les Français. Aujourd'hui, c'est le logement. Eh bien, la personne peut le faire et elle fera parler d'elle et derrière, les autres médias reprendront, les gens en parleront sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on peut très bien parler d'autres sujets. Et d'ailleurs, là je vais parler de la sphère politique en général, à droite. Je pense que il faut s'intéresser à tous les sujets, comprendre les gens dans leur globalité, et d'abord les Français, et que les Français ne sont pas que des personnes qui vont s'intéresser à la politique pour être politique. Les Français ils ont leur passion, leur rythme de vie, leur famille, et la droite se doit de ne pas être chiante. Voilà, elle doit pas être chiante. Donc elle doit rester ouverte sur les sujets qui montent. Par exemple, je donne un exemple sur la puissance de la Corée aujourd'hui en termes d'influence culturelle. La Corée a réussi une influence culturelle sur l'ensemble du monde et sur la France. Ce qui était impensable il y a quelques années, j'ai fait un peu de coréen, mais j'ai surtout fait du japonais pendant des années. Dans les années début 2000, personne honnêtement ne pensait que la Corée allait avoir un poids tel, déjà en influence sur le Japon, sur l'Asie, puisque c'était plutôt les produits japonais qui s'exportaient. Alors, la Corée exportait des dramas, donc des séries en Chine, mais c'est tout, et sur le monde entier. Résultat, la première année où la Corée fait autant parler d'elle avec la K-pop, il y a eu de mémoire plus 300%, 400% d'inscriptions en plus en coréen à l'INALCO. Juste avec ça. Eh bien, il y a une partie de la population en France dont la passion est devenue la Corée, avec de plus en plus de voyages en Corée, avec des gens qui apprennent le coréen, avec des gens qui s'intéressent à des groupes coréens. Tout le monde ne passe pas 80% de son temps là-dessus. Il y a des vrais passionnés. En plus de ça, vous avez des gens qui vont écouter ça. Vous devez savoir, à mon avis, quand vous êtes en politique, vous devez vous rendre compte que il y a de nouveaux sujets qui montent. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas, à mon sens, être en politique et méconnaître le fait que la grande majorité des Français jouent aux jeux vidéo. La très grande majorité des Français, les hommes et les femmes, sous différents aspects, sur ordinateur, sur console, beaucoup sur téléphone, c'est surtout grâce au mobile qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent, mais on ne peut pas méconnaître ce phénomène. Ça ne veut pas dire que vous allez faire votre campagne là-dessus, mais ça veut dire que vous devez comprendre, à mon avis, ce qui intéresse les gens, ce qui est leur quotidien, et les passions. Et il n'y a pas simplement, et je trouve souvent, je disais, il faut pas que les politiques soient chiants, qu'il y a des politiques qui sont, alors c'est pas le cas d'Éric Zemmour, parce que lui, par exemple, sur le foot, il est vraiment passionné de foot, mais des politiques qui font semblant de s'intéresser au foot, parce que c'est la passion la plus populaire en France, voilà, dans les sports. Et qui n'ont pas véritablement de passion, ça pourrait être de la boxe, mais ils ont le droit d'être passionnés de boxe, de MMA, de kickboxing, de Muay Thai, et d'en parler. Pour parler de quelqu'un qui fait semblant d'apprécier le foot, mais qui est très novateur en termes politiques, je pense à Jean-Luc Mélenchon, qui a été très fort puisqu'il avait sorti un jeu vidéo. Il est également l'un des premiers à avoir fait un meeting en hologramme, donc c'est quelqu'un qui a investi énormément sur les nouvelles technologies du moins. Qu'est-ce que vous en pensez de sa manière de communiquer? Est-ce que vous trouvez qu'il est fort justement? Je pense que là, je remarque que Jean-Luc Mélenchon est la personne la plus détestée des Français. Et rapidement, notamment à cause de ses positions incompréhensibles sur la guerre entre le Hamas et Israël. D'ailleurs, il n'a pas été suivi du tout par les Français, et parce que les Français, tout simplement, ont vu que les massacres qui ont été commis en Israël,
Et sans même qu'eux aient un positionnement particulier sur le conflit, la plupart des gens peuvent ne pas s'intéresser, hein, c'est leur droit le plus strict. Ils se disent ce qui se passe en fait là-bas est commis par des islamistes qui font des terroristes islamiques qui font la même chose en France. Et donc la position de Mélenchon qui a pas voulu véritablement condamner le Hamas et son parti qui a pas voulu parler de groupes terroristes, eh bien naturellement a fait que il a dégringolé très vite dans les enquêtes d'opinion. Une fois qu'on a dit ça, on peut dire aussi que Mélenchon a eu la chance d'être bien entouré. Enfin la chance, c'est aussi lui qui a provoqué ça, et d'avoir dans ses équipes des gens qui techniquement cherchaient à créer quelque chose, donc des outils en interne qui permettaient d'être plus forts que les autres sur Internet. Quand on s'est lancé avec Éric Zemmour, donc en mars, on savait que le principal concurrent sur Internet, ce serait les équipes de Jean-Luc Mélenchon. Le pari initial, qu'on n'a pas fait publiquement, mais c'était avec mes équipes, qu'on dépasserait tout le monde dans les premiers mois. Donc on serait meilleur, y compris que les équipes de Jean-Luc Mélenchon. Je dirais que lui, il a été bon sur une partie des réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Avec après, il n'y avait pas la stratégie des 5 piliers comme nous on a, donc création de contenu, réseaux sociaux, création de sites, emailing et gestion des contacts, plus création d'outils techniques en interne. Et donc, je pense qu'il manquait plusieurs aspects de ça. Il envoie des mails, effectivement, il fait des sites, mais qu'il y a, quand on regarde ce qui peut être fait, je ne vais pas entrer dans le détail technique, mais il y avait des manquements sur plusieurs aspects, plusieurs piliers nécessaires à une bonne stratégie. C'est pour ça qu'il a été derrière nous en termes de stratégie. Après, il y a quelques innovations, comme le jeu Fiscal Combat qui était sorti il y a quelques années, qui peuvent toucher une partie de l'opinion publique. C'est pas ça qui fait l'élection, mais ça peut permettre de créer le buzz, d'avoir aussi une image positive. Nous, on l'a fait aussi avec les équipes d'Éric Zemmour, en créant Zemmour pour tous, qui est un moteur de recherche pour aller chercher des informations sur YouTube, des vidéos sur lesquelles, dans lesquelles Éric Zemmour parlait de tel ou tel sujet, qui a beaucoup marché, qui a été relayé par la presse. On a créé aussi un chat GPT interne, on utilise chat GPT pour créer une IA interne, donc pour aller poser des questions sur le programme d'Éric Zemmour. Et ça, à chaque fois qu'on le fait, on l'a fait quelques mois ça, on a des articles à la fois de la presse généraliste qui s'intéresse, parce que c'est novateur, et en même temps de la presse spécialisée, donc ça permet de toucher de nouvelles personnes. Un autre sujet, on parlait d'innovation technique. Quand on est allé chez Ledger, donc ils sont spécialisés, un français spécialisé en crypto, et qu'on a beaucoup parlé du sujet, et qu'on a avancé le programme sur le sujet, des cryptos, du Web3, etc. Même si ça n'intéresse pas tout le monde, notamment des youtubeurs spécialisés se sont intéressés à ça, on parlait de notre déplacement, on parlait du fait que dans le programme on traitait ces sujets-là, et vous pouvez toucher des personnes différentes. Ça rejoint ce que je disais sur le fait de savoir soit à quoi s'intéressent les Français. Vous avez une multitude de passions, une multitude de centres d'intérêt, et à mon avis, c'est dans l'intérêt pour bien comprendre son peuple et pour prendre les bonnes décisions, et donc entre les deux de gagner électoralement, que de s'intéresser à un maximum de sujets. Samuel Lafont, merci. C'est une très belle conclusion. Merci d'avoir accepté de mener cet entretien avec nous. Je vous rappelle que si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo avec vos proches et à liker. Merci beaucoup. Merci encore Samuel Lafont et bonne soirée à tous. Merci à vous.